Dans le sous-sol russe, suffocant paradis, il y a des princes de toute beauté, tout à fait comme des hermines ou des pierres précieuses. Je les sors de leur boîte, c'est noir puant, noir diamant. Il y a par exemple le terrible, son greffier, ses commis. Je les inspecte sous toutes les coutures. Je les picote avec une aiguille, pantin minuscule, marionnette. Avez-vous existé pour de vrai, mes petits ? J'étendrai pour eux une fourrure blanche. Je la sèmerai de perles et de poudre noire. Je leur servirai une souris au réfort, du sarrasin, un nectar de miel qui entête. Il Queen, la Russie, elle est où ? Ne sommes-nous pas sa semence ? Nous avons chu dans le noir pour qu'elle pousse. Je les remettrai dans le coffret ouvré. Je les recouvrirai d'un manteau de loup gris. Qu'il fait sombre là-dessous, et qu'il est beau le tsar avec son sceptre, et si bénin, petite chimère recroquevillée. Hélène Henry, avec laquelle nous allons échanger quelques mots autour d'Elena Schwartz, et qui est en ce moment à Paris, est une grande spécialiste de la poésie russe. Elle est traductrice de poésie, donc de théâtre, de fiction aussi du XXe siècle. Parmi les auteurs qu'elle a traduits, Mandelstam, Pasternak, Brodsky, Tsvetaeva, Markish, Kononov et bien d'autres encore. Elle est aussi une universitaire reconnue, professeure à Paris-Sorbonne. Elle a publié de nombreuses études et essais portant sur la poésie et le théâtre russe, et aussi sur l'histoire de la réception créatrice des littératures russes et françaises. Donc l'histoire en fait d'une réception de la littérature russe en France surtout. Elle vient de publier un nouveau recueil de traductions entièrement consacré à Elena Schwartz, avec l'essentiel au fond de l'œuvre d'Elena Schwartz. Ce livre qui s'appelle « Élégie sur une radiographie de mon crâne » a été publié aux éditions Les Hauts Fonds. Allô Hélène Henry, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, bonjour. Bonjour. Alors on va commencer tout de suite à parler d'Elena Schwartz, dont vous nous avez proposé un magnifique portrait et des traductions dans la revue de Belles Lettres. Elle a été donc une rencontre marquante à côté d'autres poètes russes qui ont été vos amis, comme Victor Krivulin ou Olga Sedakova. Mais quand vous pensez à Elena Schwartz, si on prononce son nom, quelle rencontre, quelle image, quelle situation vous vient à l'esprit ? Quand je suis arrivée à Leningrad pour terminer mes études de littérature russe, je m'y suis fait des amis qui tous appartenaient au jeune milieu intellectuel et artistique non conformiste de la ville, des étudiants de la fac des lettres, poètes, des graphistes. Et Elena Schwartz, parmi eux, était déjà un repère, une sorte d'étoile noire qui était admirée, redoutée et sur laquelle couraient des légendes. Sur ses colères, ses refus, l'alcool, un talent sans pareil. C'était en 1967 et elle avait 19 ans. Alors nous avons commencé à nous voir presque toujours chez elle et en tête-à-tête vers 5 heures de l'après-midi, puisqu'elle vivait la nuit. C'était elle qui parlait, je n'étais guère qu'une oreille. Elena était très très autocentrée, très très affective, facilement émue, véhémente, ou bien hargneuse et indignée. Elle parlait surtout de son travail en cours, de ce qu'elle disait, Martin Buber, la Kabbale, plus tard d'Annunzio. Elle parlait très peu ou pas de son écriture proprement dite. Je revois très bien son appartement dans la pénombre, rideaux tirés, ses livres, sa table, son chat. Elle parlait de façon très intense, très concentrée, d'une voix un peu rauque à cause de la cigarette et toujours le nez un petit peu baissé. Et mon dernier souvenir de rencontre, c'était à Paris, au Sauvignon, rue de Sèvres en 2004, à la fin de notre Tour de France. Elle partait le lendemain. Et je ne sais comment elle s'est mise à me parler avec beaucoup d'émotion de son grand-père, le père de sa mère, Maurice Schwartz, exécuté sommairement comme ancien militant du Bund socialiste juif par le régime stalinien en 1937.
Et j'ai compris qu'elle tirait fierté de l'homme qu'avait été ce grand-père qu'elle n'avait pas connu. Tout ce qui était révolte, subversion lui était proche. Je me souviens aussi que dans une discussion générale à Leningrad, la conversation était venue sur mai 68. Réprobation unanime des présents, tous issus du milieu littéraire dissident de la ville. Mai 68, mouvement socialiste, mouvement de gauche, donc ennemi par essence. Et seule contre tous, Elena y voyait la rébellion qu'elle aimait tant. Elle a entretenu des liens de compagnonnage durables avec beaucoup de ses contemporains du souterrain, des poètes comme Krivulin ou Stratanovski, des critiques comme Mikhail Schenker. Et elle a aussi fréquenté la génération suivante, Yuriev et Martynova, qui se sont très tôt fixés à Francfort. Et tout à la fin de sa vie, Nikolai Kononov, qui a édité la première anthologie de textes d'Elena Schwartz et qui est présent dans le numéro des Belles Lettres. Elle connaissait mes liens d'amitié à Pétersbourg avec des gens qui comptaient pour elle, ces poètes et écrivains de l'underground pétersbourgeois. Elle pensait que Saint-Pétersbourg est un îlot où survit à grand-peine ce qui reste de poésie en ce monde. Elle a écrit un texte en prose, une sorte de parabole où elle se voit embarquée sur un navire au milieu de l'océan avec quelques derniers poètes comme elle, et le récit se termine au moment même où le navire fait naufrage. Voilà, mais plus que d'échanges ou de débats, elle avait besoin d'un public. Elle était issue d'un milieu théâtral où la lecture et l'oralité étaient essentielles. Sa poésie, elle ne la puisait qu'à sa propre inspiration, qui était nourrie de très très peu d'influence. Celle de Glebnikov était décisive. Elle vivait de façon solitaire. Elle n'a jamais travaillé, sauf de petits travails littéraires. Et elle a eu le temps de se doter d'une culture considérable, très très approfondie. C'était aussi une personne très orgueilleuse, très susceptible, qui ne doutait pas de sa valeur et voulait être traitée en conséquence. Et chaque moment de lecture était pour elle un moment d'intensité toute particulière. Ça n'était pas du tout un tempérament politique tourné vers l'extérieur, vers l'action. Ça se voit dans sa poésie qui n'a rien d'historiosophique. Même les textes historiques explorent en réalité son imaginaire personnel. C'était pas non plus une essayiste. Ces textes en prose sont des textes où l'intime et la mémoire personnelle se marient avec le fantastique, et souvent ce sont simplement des doublets de ses poèmes. Mais trois choses même ont été très importantes pour elle. Bon, d'abord, les soirées de lecture publique poétique, dans des clubs, des séminaires, des théâtres et au musée Akhmatova à partir de 1989, de façon privilégiée. Ensuite, ça a été la possibilité de publier ces textes sous une forme choisie par elle. Elle a eu la chance d'être éditée de façon suivie, respectueuse et exhaustive par des éditions pétersbourgeoises particulièrement attentives. Elle portait la plus grande attention aux détails de la publication, en accord avec son éditeur. Textes, ordre des poèmes, classement en cycle, et tout ce qui concerne la fabrication du livre aussi. Pour la situation typique de nos rencontres, en France surtout, elle a toujours été inattendue, décalée, parfois minuscule et emprise sur un imaginaire qui était le sien à elle. Alors, je me souviens qu'elle avait perdu un gant ou une moufle à Paris sur un trottoir et que cet incident a pris des proportions fantastiques, la perte par excellence. À Lyon, invitée à intervenir dans un séminaire universitaire, nous l'avons attendue en vain. Elle s'était sauvée toute seule pour voir la ville et monter sur Fourvière. Encore en Normandie, à quelle occasion j'ai oublié, je la promenais en voiture dans la campagne, elle n'avait que deux souhaits, la Vierge Noire de Douvres la Délivrante et le casino de Cabourg. Elle a fini par m'obliger à m'arrêter dans je ne sais quelle bouge où il y avait des machines à sous, et bien sûr elle a perdu. L'Italie a été une passion de toute sa vie. Elle avait étudié un an ou deux au département d'italien de la faculté des lettres de Leningrad. L'Italie, pour elle, c'était la peinture, c'était des lieux, c'était des églises. C'était aussi Savonarola, l'un de ses héros.
Et puis c'était Dante, un nom qui en dit long sur Elena Schwartz. Свечением тронутую ткань, где наши сундуки, ни коротка, ни коротка, сестра, надрай-ка бубенцы, звезда вращается кратка, воловьим глазом или овцы. Пускай войдет сочельник, младенцем в пеленах, оленем снежный ельник, со свечками в глазах. Приди, хотя бы дедом, проснувшимся в гробу, а мы тебя оденем в ночь со звездой во лбу. Je t'ai dit des mots par milliers. Les arbres des forêts ont semé moins de feuilles depuis que tu ne peux plus m'entendre. J'ai dit des mots vains, des mots fourbes, des mots menteurs, que de mots égrenés tels le sable des jours. Passe et lasse et efface et défait et endort et oublie. Oubliez tous les mots, enfouis aux mines de la terre. Tu viendras avec moi? Que je vienne avec toi? Aux gangrènes des mots des rues, les maisons, atomes qui fuient, herbes poussant dans les jardins. Ainsi, dans la crypte d'une ancienne église à Rome, au mur chuchote une poussière de langage mêlée à la poudre des morts, celle de l'amour et de la foi, celle noire attendant la résurrection. Et quelque part, dans les caveaux humides, l'ombre d'une lettre s'agite qui veut revivre dans des mots. Alexandre Markin, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'Elena Schwartz comme d'une poétesse de Leningrad ou de Saint-Pétersbourg, puisque la ville a retrouvé son nom ancien. Est-ce qu'elle est porteuse d'une tradition de cette ville? Я думаю, что, Quand on конечно, очень sait важно, que Elena Schwartz когда мы говорим о passait Елене toute sa Шварц, vie à говорить о том, Saint-Pétersbourg что ou à это Leningrad, поэт, принадлежащий к on est Петербургу, obligé aussi de и l'inscrire dans находящийся cette и très riche пишущий tradition традиции littéraire так называемого de петербургского Saint-Pétersbourg. On peut imaginer quels éléments, par exemple, qui seraient caractéristiques d'un poète de Leningrad ou de Pétersbourg. Определение петербургского текста дал Юрий Лотман, известный советский филолог и очень влиятельный советский Oui, donc on филолог. peut en fait se référer à un texte très connu de Yuri Lotman, le célèbre sémiologue, qui définit en fait la littérature de Pétersbourg à partir de la situation géographique de la ville. Donc c'est une ville, en fait on peut presque dire une ville instable qui est à la fois à la frontière géographique du nord et du sud, de l'Europe et de l'Asie, de la terre et de l'eau. Est-ce que ça a quelque chose à voir peut-être aussi avec une certaine identité littéraire? Конечно, я думаю, что во многом определяет вот это Oui, расположение donc на cette границе tension между particulière природой entre la nature et la culture, qui est aussi très présente peut-être dans l'architecture baroque, hein, on peut dire, de cette ville qui joue d'une façon admirable avec la topographie et le paysage. Конечно, и в этом тоже очень интересный есть элемент в том, что в городах, которые мы C'est знаем, vrai que c'est une particularité de Pétersbourg d'avoir été créée en quelques années et de ne pas être porteuse comme la plupart des villes d'une histoire séculaire. Mais elle a été, le centre en tout cas de la ville, a été créé en quelques décennies. Donc ça, c'est un élément qui est perçu comme quelque chose d'étranger dans le contexte plus archaïque d'une Russie orthodoxe, d'une Russie paysanne, d'une Russie plus asiatique, on peut dire aussi, peut-être. Et est-ce que ça a à faire avec l'art d'Elena Schwartz? Конечно, потому что я думаю, что одной из самых важных черт поэзии Шварц и ее мироощущения, конечно, является ощущение того, что она другая, что она иная по отношению к мейнстриму. Oui, peut-être avec sa certitude intime d'être étrangère au mainstream, étrangère même à sa propre ville par moment. Oui. С другой стороны, для того, чтобы Donc bien понять sûr, Шварца, on pense aussi à la dimension théâtrale de l'architecture baroque, basée sur le mouvement, la dynamique, les fausses apparences, surtout le mouvement, je crois, qui est très caractéristique de sa vision, et puis aussi peut-être une surabondance baroque. On a dans la poésie
d'Elena Schwartz, ce que Hélène Henry décrit dans son introduction comme, je crois, un magnifique dépotoir, une sorte de surabondance d'objets qui peut faire aussi penser à l'espèce de surcharge maniériste d'un certain baroque. Это связано, опять же, с тем, что Oui, il y a aussi bien des exemples littéraires qui situent Pétersbourg toujours au seuil d'une catastrophe, justement au-dessus de l'abîme, au-dessus du vide, que ce soit la Révolution dans les textes de Bierry par exemple. Mais cette sensation de la ville catastrophe remonte même aux origines de la ville. Mais là, ce qui m'intéressait peut-être encore, c'était un peu cet élément baroque de la surabondance et puis aussi du dérèglement de la réalité, qu'on arrive dans une vision un peu fantastique. On trouve ça même déjà chez Pouchkine. Et chez Elena Schwartz, on retrouve cette cosmogonie complètement désorganisée du monde qui rappelle certains topos, si on veut, de la littérature de Pétersbourg. Это один аспект этой поэзии. Oui, dans ce mouvement qui fait surgir les choses et qui les fait disparaître tout aussitôt, on retrouve cet élément aussi de la perte et de la catastrophe qui hante la littérature pétersbourgeoise. И Петербург в русской традиции литературной рассматривается как город призраков, как город теней. Oui. Oui, donc la ville des fantômes, la ville des ombres, c'est aussi toute une mythologie liée à la ville de Pétersbourg. Потому что у вещей, у людей в Петербурге нету твердой основы, нету твердого почвы под ногами. Voilà, c'est le sol qui leur manque sous les pas, si on peut dire. И с другой стороны, конечно, очень важно, что все эти формальные приемы у Шварц связаны с тематикой ее стихов. Oui, on peut rapprocher les recherches stylistiques et rythmiques aussi de certains langages symboliques baroques, peut-être, et se rappeler que pour Elena Schwartz, le langage est porteur d'une mystique et qu'il révèle Dieu, au fond. Mais c'est vrai que son rapport à la religion n'a rien à voir ni avec l'orthodoxie, ni même avec le christianisme exclusivement, puisqu'elle était une grande lectrice aussi de la Kabbale et qu'elle connaissait admirablement les religions de l'Est. Elle ouvre à une compréhension beaucoup plus large, au fond, de l'écoute religieuse. C'est plutôt une écoute du monde et une écoute de la langue qui l'amène à cette vision ésotérique et métaphysique. Quand je regarde au fond du gouffre de ma vie, j'y trouve tout un tas de choses. On dirait à mes pieds un entonnoir béant, ce qui fut autrefois, ce qui nous arriva et m'arriva à moi et ne reviendra pas, ces visages qui montent dévorés par l'ombre. Et de l'arc du pied, je déterre le jardin automnal où nous étions ensemble. Je dessinais, tu me regardais faire, et les feuilles planaient, leur vin nous montait à la tête. L'ivresse, dira-t-on, de lire Klebnikov, le vieux 6x6 de ma jeunesse, et le souhait de souffrir pour tous, et plus que tous. Et cette écolière qui s'appelait Vovk Kourelek. Ce passé si pareil à un dépotoir, il gronde, il griffe, et je suis sans regret. Comme ces malheureux qui, au bout du marché, vendent 3 bottes dépareillées, une poignée de rêves enfuis et un blouson de daim. Au feu d'un mégot, je me perce la paume. Que fais-je au bord du trou à pêcher ce bazar? Il est voué au feu, il est voué au fer. Je crois toujours que j'y retrouverai des choses oubliées qui font envie aux dieux. Là est mon paradis, ici c'est un brutal enfer, où j'ai peur d'oublier, éteint ce regard cher. Si l'infinitude à Adam fut donnée, pourquoi m'est-il échu à moi la blessure? Pourquoi en bas cet Everest béant où je vois s'engloutir ce qui m'entoure?